Bon, salut à tous. Alors ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Je suis désolé, mais j'étais occupé à réaliser deux articles pour une association et j'avançais un petit peu d'autres projets à côté qui n'avaient rien à voir avec la politique. Bref, je suis désolé, j'étais occupé. Bon, alors entre-temps, il s'est passé beaucoup de choses. Moi, je pensais que le prochain live auparavant, je le ferais un peu sur les suites du conflit en Ukraine. Mais bon, comme vous savez tous, ce 7 octobre, là, il y a presque un mois, il s'est passé quelque chose. Ouais. euh, voilà, déjà le 7 octobre, déjà presque un mois, ça passe très vite, dis donc. Bon. euh, du coup, de quoi est-ce que je vais parler? Eh bien, de ce qui s'est produit, justement. Le conflit des conflits géopolitiques, le conflit séculaire presque. Oui, 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 séculaire. La guerre de 100 ans du Proche-Orient s'est encore relancée. Je parle bien sûr du conflit israélo-palestinien. Ce 7 octobre, le Hamas a lancé l'opération Déluge d'Al-Aqsa, une attaque terroriste où il y a eu énormément d'exactions sur les populations dans le coin, et du coup, ça a relancé le conflit. Le Hamas a tué des centaines de personnes, il en a pris des centaines d'autres en otage. Israël a été choqué et l'État a décidé de réagir. Ils ont commencé par bombarder Gaza, puis là ils ont décidé de lancer une opération terrestre. Là, les troupes israéliennes sont rentrées dans Gaza. Les conflits avec le Hamas sont rage. Et, et du coup, pour l'instant, on en est là. Ce conflit, alors c'est un vieux serpent de mer, déjà commencé par ce qui s'est produit. Sur le continent européen, un mouvement donc, qui s'appelait le mouvement sioniste s'était structuré. C'était un mouvement qui est apparu dans le contexte de la flambée d'antisémitisme sur le continent européen. Certains juifs se disaient que pour la seule solution pour arrêter les persécutions, ça serait qu'ils aient un État à eux, un État qui se situerait en Palestine, là où se situe à peu près le royaume israélien antique. Voilà. Ce mouvement a progressivement gagné de l'influence, et on arrive à la Première Guerre mondiale. Première Guerre mondiale, alors le Royaume-Uni avait besoin d'argent et il cherchait à affaiblir ses adversaires. Alors ce que le Royaume-Uni a fait, c'est simple. D'un côté, pour essayer d'avoir le soutien de la communauté juive des États-Unis, qu'il pensait très riche, il s'était dit que ça serait une bonne idée de soutenir le projet sioniste, que ça leur permettrait d'avoir beaucoup d'argent. Et en fait, ça et la déclaration de Balfour, ça joue un certain rôle dans l'entrée en guerre des États-Unis à la fin de la Première Guerre mondiale. Mais en même temps, pour essayer d'affaiblir l'Empire ottoman, ils étaient allés voir les chefs arabes en Palestine pour leur promettre que s'ils se révolteraient, ils auraient un État palestinien indépendant. Parce que la Palestine était encore un territoire sous domination ottomane à l'époque, et les Palestiniens, donc qui sont arabes, ils en avaient un peu marre de la domination ottomane, un peuple turc, et ils souhaitaient déjà prendre leur indépendance. Pendant ce temps, alors, le projet sioniste avait commencé à se réaliser. À partir de 1900, il y a une banque sioniste qui a été créée qui finançait l'achat de terres en Palestine pour que des colons s'y établissent, avec l'accord de l'Empire ottoman, et, les peuples arabes qui vivaient en Palestine avaient commencé à s'en plaindre, l'Empire ottoman.
La Première Guerre mondiale s'est terminée, la Triple Entente a gagné, l'Empire ottoman a fini démantelé. Reste à savoir du coup que faire de la Palestine. Alors donc d'un côté, les Anglais avaient manœuvré pour affaiblir l'Empire ottoman en promettant un État palestinien indépendant aux tribus arabes du coin. Mais de l'autre, ils avaient essayé d'obtenir des fonds en provenance des États-Unis en s'engageant à faciliter la création d'un foyer juif en Palestine. Bref, on a deux propositions qui sont un peu antinomiques, quoi. Bien évidemment, euh, à un moment, fallait trancher. Et comme on le sait, bah, il y a un des deux, il y a un des deux groupes visés qui allait se faire baiser, et bah, c'était les Arabes de Palestine. Dans l'immédiat après-guerre, la Palestine donc a été retirée à l'Empire ottoman, qui a fini démantelé, et la Société des Nations, l'organisation internationale de l'époque, avait conféré aux Britanniques un mandat sur la Palestine. C'était à eux qu'échait le rôle de réaliser la déclaration de Balfour, c'est-à-dire construire un foyer juif en Palestine, en organisant et en facilitant le déplacement d'un grand nombre de juifs là-bas. Sous le mandat britannique, qui a duré à peu près entre 25 et 30 ans, j'ai plus les dates en tête, il y a des centaines de milliers de juifs qui sont arrivés en Palestine. Alors, la population de Palestine, en 1918, c'était à peu près 900 000 personnes, un petit peu moins d'un million en tout cas. En 1948, c'était à peu près 1 800 000, donc à peu près deux fois plus. Des centaines de milliers de gens qui arrivent, c'est quand même une immigration massive. Comme vous vous en doutez, ça a provoqué des troubles. Et les tensions entre population locale et colons juifs se sont accrues continuellement. Il y a eu des luttes entre elles, il y a eu des révoltes arabes, des révoltes de colons juifs contre l'autorité britannique dès lors que celle-ci penchait trop pour l'autre camp, selon elle. Bref. Là, vous allez me dire, si jamais ça cause autant de troubles, pourquoi avoir laissé faire ça? Alors, d'un côté, tu avais les pays occidentaux qui souhaitaient essayer de se donner bonne conscience par rapport à leur passé antisémite, parce que pour rappel, au XIXe siècle, l'antisémitisme était plus fort dans les pays occidentaux que dans le monde musulman. Alors ils ont décidé de soutenir un projet sioniste. Projet qui arrangeait d'ailleurs pas mal les mouvements antisémites du continent européen, parce que ces derniers voyaient le projet sioniste comme un moyen de se débarrasser des juifs. Voilà. Voilà un peu le problème. Sauf que, bien évidemment, les populations arabes qui vivaient en Palestine, elles n'ont jamais été consultées là-dessus, ça leur a été imposé par la force. Quand ça a commencé sous l'Empire ottoman, et ensuite sous mandat britannique. Du coup, on peut se dire que là, du coup, ce projet était une gabégie monumentale. Là, vous allez me dire, oui, mais la Palestine, c'est quand même la terre sainte pour les Juifs, c'est quand même leur terre, à la base, ils ont été expulsés. Alors, plusieurs remarques. Plusieurs remarques. Euh, les Juifs qui sont arrivés en Palestine sous le mandat britannique, et un petit peu sous l'Empire ottoman, n'avait quasiment rien à voir avec les Juifs qui avaient été expulsés de cette terre il y a plusieurs siècles, si ce n'est de se réclamer du judaïsme. Sinon, aucun rapport. Pourquoi? Parce que, d'une part, alors, en termes généalogiques, seule une petite, très petite minorité des Juifs qui sont revenus en Palestine descendent effectivement du peuple qui vivait en terre de Canaan.
Parce que la plupart des juifs aujourd'hui descendent de groupes de population qui se sont convertis. Ça paraît bizarre dit comme ça, parce qu'aujourd'hui on connaît le judaïsme comme une religion qui est assez refermée sur elle-même. Sauf que ça n'a pas toujours été le cas. Avant la montée en puissance du christianisme et des persécutions associées, il y avait un prosélytisme juif. Il y a eu beaucoup de communautés juives qui s'étaient formées sur le pourtour de la mer Méditerranée, notamment pour faciliter les relations commerciales avec les marchands de Phénicie. À cette époque, la région elle s'appelait comme ça, sous l'Empire romain. Il y avait beaucoup de populations aux alentours de Méditerranée et au-dessus ou en dessous d'ailleurs qui s'étaient converties, voire même par-delà la Méditerranée, la plupart sont convertis. Ensuite, alors, argument le plus important, culturellement, à part la référence au judaïsme, les juifs qui sont revenus n'avaient rien à voir avec ceux qui étaient partis. Ils venaient pas du tout des mêmes sociétés, c'était pas du tout les mêmes rapports sociaux. Bref, ce genre de comparaison, bah, c'est un peu du roman national, quoi. C'est assez idéaliste, mais c'est faux, quoi. Et en plus, c'est particulièrement faux dans ce cas-là. Le raisonnement, oui, mais c'est juste des juifs qui retournent sur la terre de leurs ancêtres, c'est quelque chose de douteux. Enfin, même pas seulement douteux, c'est quelque chose de juste généralement faux. Faux, absurde, c'est une gabegie, c'est n'importe quoi. Euh, D'ailleurs, disons-le clairement, euh, l'import- l'arrivée massive de colons qui se réclamaient du judaïsme, c'est une forme de colonisation de peuplement. Selon les tendances politiques, on parle aussi des fois de grands remplacements. Un des nœuds de pourquoi le conflit israélo-palestinien est aussi important, c'est ça. Lorsque l'ONU a reconnu deux États, donc un palestinien, un israélien, en 1948, c'était suite à plusieurs décennies de colonisation de peuplement qui ont construit ensuite les bases d'une nouvelle population locale qui, du coup, irait revendiquer son indépendance dans le cadre d'un nouvel État. Nouvel État qui a été créé sous l'égide des grandes puissances coloniales d'alors et dans un cadre colonial. Alors cette fois, c'est pas le colonialisme classique en mode servir directement un territoire en l'occupant militairement pour les ressources. Là, c'est en mode plutôt colonisation de peuplement ou grand remplacement. C'est-à-dire envoyer des dizaines, des centaines de milliers de personnes là-bas pour ensuite euh, créer un nouvel État indépendant sur cette base. Ça s'est déroulé comme ça. Quand le plan de l'ONU a été présenté en 1947, les pays arabes s'y sont opposés et ont déclenché une guerre, donc ça a été la guerre israélo-arabe de 1948. Ils s'y sont opposés non seulement parce qu'il y avait beaucoup de territoires israéliens qui étaient encore majoritairement peuplés de Palestiniens, mais en plus parce qu'il y avait eu cette colonisation de peuplement. Colonisation de peuplement donc qui était sur le illégitime, et que à titre personnel je considère aussi comme illégitime. Euh, Ensuite, alors les Juifs qui sont arrivés. Il est temps de rappeler que, contrairement au délire antisémite qu'on entend des fois, les Juifs c'est pas du tout un ensemble homogène. La seule chose que les Juifs ont en commun, c'est de se réclamer du judaïsme. Après, sinon, selon qu'il s'agisse d'un juif du Maghreb, d'un juif oriental, donc d'Arabie, d'un juif de Turquie, d'Europe de l'Est, d'Europe de l'Ouest, ou je ne sais quoi, à part le judaïsme, ils n'ont rien à voir. Les rites sont différents, les langues sont différentes,
Bref, faut arrêter de... faut pas du tout les confondre. Et pourquoi je dis ça? Parce que parmi tous les juifs donc, qui arrivaient, le modèle n'était pas du tout égalitaire. L'élite, c'était les juifs ashkénazes originaires d'Europe de l'Est. Au sein des mouvements dirigeants du sionisme, il n'y avait quasiment que des ashkénazes, et c'était eux qui dictaient la politique. Alors que les juifs orientaux, non seulement ils étaient mis à l'écart des organisations dirigeantes, mais en plus ils étaient méprisés. Ils étaient méprisés, ils étaient lourdement discriminés. Les juifs orientaux étaient exclus des kibboutz, ils étaient contraints de vivre dans des quartiers à part, quartiers pauvres. Ils étaient cantonnés à des boulots précaires, avec des conditions de travail pourries et avec des salaires de misère. Les juifs orientaux étaient méprisés parce qu'ils étaient considérés comme des arabes. C'est là qu'on voit aussi tout l'aspect colonial du projet. Euh, le, le- le mouvement sioniste, c'était d'abord un mouvement européen. Et ceux qui ont dirigé le nouvel État d'Israël, c'est, avant d'être des juifs, c'était d'abord des colons occidentaux, avec la mentalité coloniale occidentale qui était présente à l'époque. Parce que mandat britannique, l'entre-deux-guerres, c'était l'époque de l'âge d'or des empires coloniaux, notamment de l'Empire français et de l'Empire anglais. C'était l'âge d'or des deux grands empires coloniaux de l'époque. Du coup, la mentalité coloniale a imprégné pas mal de monde, y compris les juifs des pays occidentaux, qui étaient pourtant persécutés là-bas. Quand les juifs du continent européen sont venus s'installer en Palestine, c'était avec la mentalité coloniale occidentale. Euh, je suis désolé si c'est un petit peu décousu, mais j'enregistre sans texte par rapport à tout ce que j'ai vu, par rapport à tout ce qui me vient à l'esprit. Bon, voilà. Ensuite, ils avaient même organisé l'arrivée de juifs orientaux exprès pour remplacer les arabes non juifs dans les boulots les plus précaires, donc pour s'en servir comme main-d'œuvre pas chère et bon marché. Ce qui semble un peu paradoxal parce que l'élite ashkénaze qui dirigeait le mouvement sioniste à ses débuts se réclamait pourtant du socialisme. Il y avait un mouvement socialisme travailliste sioniste, donc qui était largement majoritaire. Au tout début, donc il y avait une tendance libérale et travailliste qui s'affrontaient, mais les travaillistes ont pris l'hégémonie. Mais ce qu'on constate pourtant, c'est qu'ils avaient des pratiques tout à fait capitalistes. Importer de la main-d'œuvre de l'étranger pour s'en servir comme main-d'œuvre pas chère et corvéable. Il y avait aussi des pratiques racistes, ségrégationnistes. Il y en a qui ont comparé Israël à l'apartheid, alors ça vient pas de nulle part. Suite à la guerre israélo-arabe, donc le camp arabe a perdu, des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers, je crois des centaines de milliers de Palestiniens ont été expulsés. Ça a été la Nakba. Et depuis, il y a fréquemment eu des guerres au sujet israélo-palestinien. Durant la vague des luttes de libération nationale des années 60-70, début 80, le mouvement palestinien le plus important, c'était le Fatah, avec sa branche militaire, l'OLP. C'était une organisation de libération nationale un peu classique par rapport à ce qu'il y avait dans les pays arabes, maghrébins. Cette organisation, donc, elle était dirigée par Yasser Arafat, figure relativement connue. Elle avait pour projet de libérer la Palestine et de créer un État palestinien indépendant. Plus tard, il s'était accordé sur une solution à deux États, ce qui lui avait été reproché d'ailleurs, parce que au moment où il y avait eu les accords d'Oslo, alors les accords d'Oslo ont été enterrés parce que, bon, Yitzhak Rabin a été assassiné, et parce que le but des accords d'Oslo, est-ce que c'était vraiment arriver à deux États? Est-ce que c'était pas une manière
de temporiser. Parce que alors Yitzhak Rabin, c'était quand même un type qui avait participé fréquemment aux politiques expansionnistes et répressives israéliennes. Attendez, attendez. Je vais regarder un petit truc juste sur les accords d'Oslo. J'ai besoin d'avoir quelque chose en tête. Euh, alors, les accords d'Oslo, c'était des accords de paix qui visaient à établir, à établir deux États et à vraiment faire la paix. Euh, alors, je regarde un petit peu l'accord. La solution à deux États, alors bon, il y a d'un côté la Palestine, c'est d'un côté la Cisjordanie, de l'autre la bande de Gaza qui se trouve un peu séparée. Donc déjà là, on sentait que l'État palestinien, il serait en nette situation d'infériorité par rapport à l'État israélien. L'État palestinien, donc il aurait le pouvoir sur son territoire, sauf en ce qui concerne les colonies juives, les emplacements militaires et les Israéliens. Bref, c'était un État limité. Il y avait beaucoup de désaccords internes. Les accords se déroulaient sous la médiation des États-Unis qui, comme on le sait, protègent beaucoup les intérêts d'Israël. Ils ont bloqué beaucoup de négociations, enfin, non, pas négociations, mais les États-Unis, ils ont bloqué beaucoup de résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU qui allaient à l'encontre d'Israël. Et quand ils ne les bloquaient pas, ils s'assuraient que Israël puisse passer outre sans prendre de sanctions. Parce que l'ONU en tant que telle n'est pas contraignant, mais les résolutions du Conseil de sécurité le sont. Sauf visiblement pour Israël. Record de condamnation à l'ONU, Israël, hein. Il y avait beaucoup de tendances politiques de part et d'autre qui ne souhaitaient pas de ces accords. Du coup, ça a été torpillé parce que bon, la situation était quand même trop inégale pour la Palestine. Depuis, alors, la situation a continué à se dégrader côté palestinien. Vu que l'OLP s'était rangé du côté d'une solution à deux États, d'accord de paix, etc., vu que l'OLP se retrouvait et le Fatah se retrouvait progressivement gangréné par la corruption à un point terrible, à tel point que l'image de Yasser Arafat s'était beaucoup écornée durant les dernières années de sa vie, eh bien ça fait qu'il y a d'autres organisations qui ont pris le pas. Les organisations du côté palestinien, eh bien, il y a notamment le Hamas, qui sont des islamistes. Ce qui a permis au Hamas de monter, c'est déjà les contradictions internes au Fatah. Corruption, ramollissement des positions face à un gouvernement israélien qui au contraire s'est durci. Il y a aussi alors les manœuvres d'Israël. Du côté de Netanyahou et compagnie, le fait que le Fatah se retrouve affaibli par un autre mouvement, ça les a arrangés parce que pour eux, pendant longtemps, le Hamas, c'était pas le premier ennemi, c'était d'abord le Fatah. Même si le Hamas même si le Hamas est beaucoup plus critiquable que l'OLP. OLP qui a déjà fait pas mal de choses critiquables, mais le Hamas, c'est carrément des islamistes, quoi. Mais Israël, ils se sont arrangés pour que le Hamas grignote la part de l'OLP afin qu'il y ait des luttes intestines, afin d'affaiblir la cause palestinienne. Et ensuite, lorsque le Hamas a pris le pas sur l'OLP, du côté israélien, ils étaient pas nécessairement déçus parce que le Hamas, ce sont des islamistes, avec tout ce qui va avec, donc ça allait être un épouvantail. Le Hamas, les exactions qu'ils commettent, c'est largement pire que ce que faisait l'OLP, du coup, c'est plus propice à susciter la réprobation. Ça,
Le Hamas suscite beaucoup moins d'empathie que l'OLP et beaucoup plus d'antipathie, et c'est très logique. Bref. Euh, J'en étais où? Alors oui, j'avais parlé du fait que juif, c'est pas un ensemble homogène. Il y a des délires antisémites qui circulent qui disent oui, les juifs, c'est une puissante communauté unie et organisée qui contrôle le monde. Ça, c'est des conneries. C'est purement et simplement des conneries. Les juifs, il y a plein de petites communautés un peu partout dans le monde. Et chacune, en fait, est marquée culturellement par le pays où ils vivent, ce qui fait beaucoup de divergences. Et d'ailleurs, c'est ce qui a causé ces problèmes de cohésion et ces affaires de discrimination en Israël. Parce que, ok, ceux qui venaient avaient beau tous se réclamer du judaïsme, ils avaient rien à voir culturellement. Je sais, je me répète, mais je veux bien le faire comprendre. Contrairement à ce que pensent un certain nombre d'antisémites, juifs, c'est pas un ensemble homogène, c'est quelque chose de très divers. Mm. Les juifs orientaux, avant d'être juifs, eh bien, ils sont d'abord orientaux, culturellement. Tiens d'ailleurs, les juifs de Palestine, avant la colonisation de peuplement, il y avait des juifs qui vivaient toujours en Palestine et représentaient un peu moins de 10% de la population, ils étaient minoritaires. Ils étaient pas trop mal intégrés aux populations locales. Sous l'Empire ottoman, il y avait un statut inférieur, mais ça restait quand même plus vivable que ce qui se passait en même temps sur un continent européen. Lorsque les Anglais sont venus et ont aboli leur statut inférieur, alors ils ont vu ça d'un bon œil. Plus de statut inférieur, égalité entre toutes les confessions, bah pour eux c'est une bonne chose. Après voilà, les Juifs orientaux avaient une vision très différente du sionisme. Pour eux, pour les Juifs orientaux qui vivaient en Palestine, le sionisme est un mouvement qui, selon eux, devait s'intégrer à l'Orient. De plus, les nouveaux venus devaient adopter les traditions, les coutumes, les langues locales. Langue locale, donc les Juifs qui vivaient déjà en Palestine parlaient arabe et ils parlaient un hébreu oriental. Bien évidemment, ils n'ont pas été écoutés, ils ont été ignorés, ils ont été effacés de la mémoire des pionniers, bref, ça a été oublié. Je dis ça aussi pour bien mettre en évidence la dimension coloniale occidentale d'Israël. Non seulement dans le fait que ça a été organisé par les grandes puissances coloniales d'alors, donc en l'occurrence ici l'Empire britannique, qui était donc un pays occidental, et aussi parce que les colons étaient venus avec toute une mentalité coloniale occidentale, qui a marqué leur politique. Et parce que l'élite du mouvement sioniste, alors, était européenne avec une pensée, enfin, européenne, occidentale, parce que l'élite du mouvement sioniste était occidentale, parce qu'il y a aussi les États-Unis, hein. L'élite du mouvement sioniste était occidentale avec des pensées occidentales, avec un esprit colonial occidental qui les a beaucoup marqués. Même si les Juifs étaient persécutés dans le continent européen, ils étaient quand même venus avec une mentalité coloniale. C'est triste, mais c'était ce qui s'était passé. Euh, voilà. Si le conflit israélo-palestinien suscite autant de tensions, c'est parce que c'est un conflit colonial. Voilà. Ces dernières années, le conflit israélo-palestinien était en train de passer au second plan. Il y avait notamment le Covid, la reprise et surtout la guerre en Ukraine. On les avait oubliés. Israël était en train de normaliser ses relations avec les voisins. Il avait conclu les accords d'Abraham avec le Maroc, Bahreïn, les Émirats arabes unis et c'était qui avec qui? Accord d'Abraham. Alors, Maroc, Bahreïn, Émirats arabes unis, et il y avait un quatrième larron.
Euh, oui, alors voilà, c'était ces pays-là, et ils allaient bientôt les étendre à l'Arabie Saoudite. Le Hamas se retrouvait, et les mouvements pro-palestiniens étaient en train de se retrouver de plus en plus isolés. Israël était aussi en train de se rapprocher de l'Azerbaïdjan par rapport à leur rivalité, avec leur rivalité, leur adversité commune vis-à-vis de l'Iran. Bref, Israël était en train de nouer des relations, les mouvements pro-palestiniens étaient en train d'être isolés, étaient en train d'être oubliés, jusqu'à ce que jusqu'à ce que le 7 octobre, le Hamas lance une attaque terroriste. Alors une attaque vraiment... les méthodes étaient détestables. Ils sont partis attaquer des gens qui faisaient une rave party, ils les ont tués sauvagement, ils en ont pris plein en otage. Ailleurs, ils s'amusaient à décapiter gratuitement des femmes et des enfants. Bref, c'était une sauvagerie terrible. C'était dégueulasse, quoi. À titre personnel, je trouve que ces méthodes, ça n'a pas grand-chose à voir avec une lutte de libération nationale. Ça a plutôt à voir avec de l'antisémitisme, tout ce qu'il y a de plus brutal. Mais je suis désolé, c'est pas qualifiable de moyen, c'est pas du tout qualifiable de moyen digne d'une lutte de libération nationale. C'est juste dégueulasse. Bon, alors le Hamas, c'est un mouvement islamiste. Donc c'est des fanatiques religieux, ils sont antisémites. Ils citent le plus sérieusement du monde les protocoles de Sage de Sion, alors, alors que ce document, c'est un faux maquillé en vrai fabriqué pour le compte de la police secrète tsariste. Donc franchement, les types, ils se font avoir par une vieille psyop d'une police secrète qui n'existe plus. Franchement, faut pas être des lumières pour ça. Euh, bref. Sauf que voilà, ça a eu pour effet secondaire de remettre la question israélo-palestinienne sur le devant de la scène. Là, depuis plusieurs semaines, ça fait la une des journaux, de tous les côtés. Donc au début, il y a beaucoup de condamnations qui pleuvent sur les actions du Hamas, beaucoup de pays qui condamnent, et beaucoup de gens aussi, c'est bien normal de condamner ça. Sauf que là, Israël, ils ont décidé de répondre, et vu la violence de l'attaque, ils étaient tentés de répondre aussi violemment, quitte à surréagir. Alors ils ont commencé par pilonner Gaza, ce qui a déjà soulevé des reproches dans le monde musulman, parce que on sait que la question palestinienne, c'est assez important dans le monde musulman. Il y a un certain nombre de pays qui ont commencé à critiquer les bombardements sur Gaza. Il y a notamment l'Iran qui soutient depuis des décennies les luttes palestiniennes, alors pas du tout par bonté de cœur, hein, pour des questions géopolitiques, parce que l'Iran, depuis l'arrivée au pouvoir de Khomeini, c'est un adversaire déclaré euh, des États-Unis et d'Israël, qui est énormément soutenu par les États-Unis. Du coup, pour eux, ils ont essayé de rapidement tirer parti de ce conflit pour essayer d'affaiblir Israël. Parce que pour eux, un affaiblissement d'Israël, ça serait l'affaiblissement d'un vassal majeur des États-Unis et un affaiblissement donc de l'influence locale des États-Unis, ce qui pour eux serait tout bénef. Là, Israël a lancé des opérations terrestres sur Gaza. À ce moment-là, il y a eu beaucoup de demandes de cessez-le-feu que Israël refuse. Et là, c'est en train de faire certains effets.
Il y a des soupçons comme quoi le Hamas, il y a des soupçons comme quoi l'opération Déluge d'Al-Aqsa, donc du Hamas, aurait été téléguidée par l'Iran. Alors ça, on ne sait pas. Parce que le Hamas est soutenu par l'Iran, mais il a une certaine indépendance vis-à-vis de l'Iran. Ils ont un intérêt propre à avoir décidé de faire ça pour, entre autres, faire en sorte que la question israélo-palestinienne revienne sur le devant de la scène. Ils ont aussi un intérêt propre à faire ça. Ils peuvent très bien avoir agi de leur propre chef. L'Iran avait nié son implication, mais avait soutenu. Parce que la déstabilisation d'Israël, ça fait les affaires de l'Iran. Surtout que là, à cause de l'ignominie de l'attaque, Israël a décidé de réagir, de surréagir violemment. Les bombardements sur Gaza, bah, ça touche surtout des civils, hein. La population de Gaza, il y en a, je crois, 50% qui ont moins de 20 ans ou un truc dans le genre. C'est une population très jeune. Donc quand il y a des morts, c'est beaucoup de gamins. Ça choque beaucoup, notamment dans le monde musulman où les rares images disponibles sont passées en boucle. Euh, Ce que fait Israël, donc c'est en train de aussi de ruiner ses tentatives d'élargissement des relations. Parce que là, le fait qu'Israël non seulement bombarde Gaza, mais aussi lance une opération terrestre et refuse tout cessez-le-feu, y compris cessez-le-feu humanitaire, ça fait qu'il y a des pays qui protestent. Au moment des bombardements sur Gaza, l'Arabie Saoudite a gelé ses négociations dans les accords d'Abraham. Il y a la Jordanie qui condamne les bombardements sur Gaza et qui a appelé à un cessez-le-feu. Il y a l'Égypte qui s'inquiète beaucoup de la situation et qui prône un cessez-le-feu. L'Égypte, alors, leurs relations avec Israël ne sont pas particulièrement mauvaises, mais eux, ce qui leur fait peur, c'est qu'il y ait un afflux massif de réfugiés issus de Gaza en direction du Sinaï, ce qui provoquerait un énorme chaos local. Donc c'est pour ça que l'Égypte soutient le cessez-le-feu, c'est pour essayer de calmer la situation pour pas qu'ils aient un afflux massif de réfugiés. Il y a eu des manifestations pro-palestiniennes un peu partout dans le monde musulman. Bahreïn. Bahreïn, alors c'est un État avec un gouvernement sunnite, mais avec une population largement chiite et assez influencée par l'Iran. Bahreïn, déjà, quand ils avaient médiatisé leur rapprochement avec Israël, ça avait causé des troubles dans la population. Sauf que là, avec l'attaque jusqu'au boutiste d'Israël, le gouvernement est très gêné. Ils sont très gênés parce que ils savent que ils peuvent pas continuer à se rapprocher avec Israël après ça, parce que sinon il va y avoir des émeutes dans la population. Du coup, ils ont été obligés de lâcher un peu de l'Est. Pour l'instant, alors ils réagissent pas trop. Ils ont autorisé quelques manifestations pro-palestiniennes, alors que d'habitude leur tendance c'est plutôt à réprimer les manifestations. Là, ils en ont autorisé quelques-unes, histoire que la cocotte minute n'explose pas. Il y a la Turquie. Alors, au moment où Israël a lancé son opération terrestre sur Gaza, donc la Turquie, elle était dans une position un peu de neutralité. Là, Erdogan, il s'est mis à fustiger Israël, qui a du coup rappelé ses ambassadeurs. Les relations entre la Turquie et Israël se refroidissent beaucoup. En Amérique latine, il y a la Bolivie qui rompt ses relations diplomatiques avec Israël. Il y a le Chili et la Colombie qui rappellent leurs ambassadeurs et qui interdit. Il y a la Jordanie aussi qui a rappelé son ambassadeur d'Israël et qui a interdit à l'ambassadeur israélien en Jordanie de rentrer sur un territoire. Les relations se tendent aussi avec la Russie, qui avait conservé de bonnes relations avec Israël malgré la guerre en Ukraine, parce que la Russie a invité des responsables de l'Iran et du Hamas pour discuter, avec l'aval de Poutine.
Du côté Israël, ils sont furieux, ils redoutent un axe Russie, Iran, Hamas. Parce que voilà, les... le conflit, ce qu'il faut savoir, c'est que là, pour l'instant, c'est entre le Hamas et Israël, mais il y a un risque d'embrasement. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que au sud, donc à Gaza, il y a le Hamas, un peu en Cisjordanie aussi. Cisjordanie, donc il y a un peu aussi le Hamas, davantage le Fatah. Mais au nord, au niveau du Liban, il y a aussi le Hezbollah. Le Hezbollah, c'est un mouvement qui est soutenu par l'Iran, qui fait partie des réseaux iraniens. C'est un mouvement qui est beaucoup plus puissant que le Hamas. Peu de temps après que le Hamas ait lancé son offensive, le Hezbollah a commencé à tirer en direction Israël, qui a répondu avec d'autres tirs. Alors pour l'instant, il n'y a pas encore de guerre avec le Liban, mais il y a des tensions et des échanges de tirs, avec des morts de part et d'autre. Si l'Iran venait à activer ses réseaux, il pourrait y avoir, à fond, il pourrait y avoir un embrasement régional. On sait aussi qu'en Syrie et en Irak, l'Iran dispose de milices chiites, notamment en Syrie, vu que le régime de Damas avec Bachar el-Assad est plutôt proche de l'Iran. Et ces milices chiites attaquent depuis quelques semaines les bases états-uniennes dans le coin, probablement pour affaiblir la réponse des États-Unis si jamais l'Iran venait à activer ses réseaux. Il y a carrément les Houthis au Yémen qui envoient des missiles et des drones sur Israël. Alors moi je dis, le problème c'est que bon, les drones, les missiles qui sont envoyés sur Israël, alors du coup ça passe au niveau de la mer Rouge. Mais si jamais il y a un dysfonctionnement et que ça tombe sur la Mecque, ça serait la catastrophe. Parce que ouais, la Mecque, c'est quasiment sur la route, quoi. C'est un peu dangereux ce qu'ils font. Euh, Bref, l'Iran, il a le doigt sur le bouton rouge. Là, on pourrait se demander, oui, mais si jamais l'Iran est impliqué dans l'offensive de Hamas, et si jamais l'Iran veut aider le Hamas, pourquoi est-ce qu'il n'est pas intervenu le plus vite possible avec ses réseaux, donc les milices chiites de Syrie et d'Irak, les Houthis au Yémen et surtout le Hezbollah au Liban, pourquoi il n'a pas activé tout de suite tous ces réseaux le plus vite possible pour maximiser l'effet de surprise et l'efficacité militaire? Bah, le truc, c'est que l'Iran, si l'Iran faisait ça, il n'y aurait aucun doute sur son implication. On sait que ça serait lui derrière. Si jamais l'Iran activait tout de suite ses réseaux à fond, le problème, c'est que ça pourrait lui être reproché au niveau international. Ok, d'un point de vue militaire, c'est plus efficace, mais au niveau international, ça lui serait beaucoup plus reproché. Pourquoi lancer direct l'escalade alors que c'était pas forcément nécessaire? On pourrait, si jamais l'Iran était derrière, on pourrait éventuellement se dire qu'une stratégie de montée en puissance crescendo laisse certes plus de temps à Israël pour se préparer, mais permet aussi de préparer les consciences internationales si jamais il devait y avoir une éventuelle escalade, notamment en poussant Israël à commettre des erreurs qui pourraient ensuite servir à l'Iran pour dire que si jamais il y a une escalade, ça serait Israël la responsable. Pour essayer, aux yeux des pays du monde, de faire en sorte que les torts soient vus comme partagés, que ce soit pas que l'Iran qui soit responsable d'avoir embrasé le conflit en ayant activé les réseaux, mais que Israël soit aussi vu comme responsable. Et des erreurs, Israël en a fait. Là, quand ils sont mis à parler enfin des erreurs géopolitiques, là, quand ils sont mis à parler d'opérations terrestres, il y a pas mal de pays notamment dans le monde musulman, qui ont protesté, parce que, ouais, bah, ça va être surtout des victimes civiles, etc. La question de Gaza, c'est très important dans un certain nombre de pays musulmans. Le fait qu'ils refusent les cessez-le-feu humanitaires, ça leur attire des reproches, notamment venant des pays voisins, Jordanie, Égypte.
Égypte, alors ils n'ont pas de mauvaise relation avec Israël, mais le fait qu'Israël risque de vexer un pays voisin avec qui les relations se sont détendues depuis longtemps, c'est pas très bon pour eux. L'Iran, alors au début, l'Iran et le Hezbollah avaient fait savoir qu'ils n'étaient pas impliqués, mais qu'ils pourraient être amenés à reconsidérer leur position si Israël franchissait des lignes rouges. Lignes rouges qui étaient justement intervention militaire sur Gaza, refus cessez-le-feu. Là, les lignes rouges fixées par l'Iran ont toutes été franchies par Israël. Et même, on a appris, là je crois que c'était il y a 2 jours, Israël avait attaqué un camp de réfugiés. Bon, les camps de réfugiés, il y a probablement le Hamas et du matériel dedans, hein. On sait que le Hamas, ils sont installés partout à Gaza, ils peuvent être installés partout, dans des souterrains ou même dans des camps. Sauf que là, l'attaque de camps de réfugiés, avec notamment bon, des gamins qui ont été blessés, comme d'habitude, c'est toujours ça avec les guerres, ça a choqué dans le monde. Et si jamais le conflit dérape, si jamais il y a une escalade, il pourrait y avoir des reproches sur Israël par rapport à ça. Il y a beaucoup de pays qui pourraient reprocher Israël de ne rien avoir fait pour calmer la situation. D'un côté, si l'Iran décide d'activer tous ses réseaux à fond, d'un côté, certains vont continuer à dire que l'Iran est responsable parce qu'il a activé ses réseaux, mais en même temps, on va considérer qu'Israël aurait quand même dû faire des efforts pour calmer la situation, pour éviter l'embrasement, etc. Et ça, qu'est-ce qui va se produire? Au niveau géopolitique, alors bon, je pense que si jamais l'Iran active tous ses réseaux, Israël va pouvoir résister militairement. Parce que bon, Israël, ils sont habitués à être attaqués de toutes parts. Mais ils risquent de se retrouver assez isolés, géopolitiquement. Ils risquent de se retrouver isolés et ils pourraient en ressortir affaiblis. Ce qui serait bon pour l'Iran. Alors, deux pays qui profitent dans le monde, qui profiteraient énormément de l'ouverture d'un second front, qui profiterait énormément de l'embrasement du conflit même, ce serait la Russie et la Chine. Si le conflit venait à s'embraser, ça provoquerait une intervention nettement plus large des États-Unis, parce que pour les États-Unis, Israël, c'est très important. Israël, c'est une tête de pont euro-atlantiste dans un milieu très hostile. Il y a aussi des motivations religieuses derrière le soutien à Israël, parce que aux États-Unis, les puissants, les puissantes organisations évangélistes des États-Unis sont des soutiens fanatiques d'Israël. Bon, pour des histoires de prophéties cheloues, mais reste que ce sont des soutiens fanatiques Israël. Ils feront tout pour soutenir jusqu'au bout Israël, quitte à ce qu'il y ait une escalade. Or, si les États-Unis interviennent là-bas, tout ce qu'ils enverront là-bas, armes, navires, avions, munitions, etc., ça sera des choses qu'ils ne pourront pas envoyer en Ukraine ou aux alentours de Taïwan, dans le Pacifique. Donc on comprend que en quoi ça avantage la Russie et la Chine, ça va, ça va affaiblir l'aide ça va affaiblir l'aide que peut apporter les États-Unis à l'Ukraine et qu'ils pourraient apporter à Taïwan si jamais la Chine venait à passer à l'acte, ce qu'ils vont tenter de faire un jour. Là, alors, demain, vendredi à 15 heures, c'est une date fatidique parce que c'est là que le chef du Hezbollah va s'exprimer. Selon sa décision, selon qu'il fasse un prêchi-prêcha mou pour sauver la face ou qu'il décide l'entrée en guerre du Hezbollah, ça peut décider de l'escalade du conflit. Si le Hezbollah entre en guerre, ça va être une catastrophe pour le Liban parce que quand Israël va riposter, Israël va pas faire de différence entre les infrastructures civiles et militaires, hein. Ça va être catastrophique pour le Liban et le conflit va escalader. Or voilà, attention au risque parce que
Au juste avant que la Russie lance son offensive en Ukraine, au début, on croyait assez peu à ce que la Russie entre vraiment en guerre. Puis les derniers jours avant, on se disait, ouais, ils vont peut-être attaquer dans le Donbass. Bon, en fait, ils avaient carrément attaqué de tous les côtés. Là, voilà, on est à une période où on tranche davantage. C'est un peu typique des périodes de crise. C'est des périodes où les tensions s'aiguisent et où les différents camps, de part et d'autre, se font beaucoup plus offensifs. Attention, du coup, attention, ça risque vraiment de déraper. Je suis très nerveux là en l'attente de cette date parce que si le conflit se régionalise, ça va être le chaos là-bas. Ça va être le chaos en Palestine, ça va être le chaos au Liban. Il pourrait y avoir des frappes de rétorsion sur l'Iran. Alors bon, Israël, ils ont l'arme nucléaire, l'Iran aussi, je pense. Ça risque d'être un peu la catastrophe. Entre les deux, il y a la Syrie, il y a l'Irak qui risque de se retrouver impliqué. La Turquie, on ne sait pas trop ce qu'elle va faire. L'Égypte, alors pour eux, l'Égypte, ça va être la cata parce que le flux de réfugiés risque d'être encore plus massif. Bref. À noter le cas particulier de l'Inde qui soutient beaucoup Israël, mais c'est lié au fait que le régime indien, donc c'est un régime nationaliste hindou, qui s'oppose beaucoup à la minorité musulmane du pays, du coup il tend à se rapprocher pas mal d'Israël, qui s'oppose aussi à des groupes et qui s'oppose aussi à des groupes islamistes, bref. Voilà, bon, je viens pas en détail parce que c'est pas le point fondamental du conflit. Le conflit, alors il a d'ores et déjà des retombées par chez nous. Parce que par chez nous, alors il y en a certains, bon, qui sont encore dans des délires antisémites, qui estiment que tous les juifs seraient comme des colons israéliens qui seraient en train, armes à la main, de massacrer des Palestiniens. C'est pas du tout le cas. Les juifs de France ont peur. Le nombre d'actions antisémites a beaucoup augmenté. Les juifs de France ont peur à juste titre. Euh, les manifestations pro-Palestine sont entachées d'antisémitisme et de délire religieux. C'est une catastrophe. Euh, bref. Ensuite, alors au niveau des réactions des politiques, la plupart ont condamné, mais du côté de la FI, ils ont eu des réactions un peu bizarres. Alors d'un côté, je comprends parfaitement qu'ils aient envie de montrer qu'ils ne soutiennent pas inconditionnellement Israël, parce qu'Israël, ça reste un État colonial dont le gouvernement a largement viré à droite. C'est vrai d'une certaine manière que le raidissement de la politique israélienne, surtout là depuis ces derniers mois où il y a carrément des suprémacistes juifs au gouvernement, c'est clair que ça a pu avoir contribué au fait que le Hamas ait décidé de passer à l'acte de façon la plus barbare qui soit. Mais tout de même, le Hamas, ça reste un groupe terroriste, hein. Il y en a qui disent, oui, à l'AFI, certains refusent de le qualifier de terroriste. Bah, je suis désolé, leurs actions, c'est du terrorisme, hein. C'est tout. Dire que le Hamas est terroriste, ça veut pas dire qu'on soutient Israël, hein. On est condamner l'un n'oblige pas à soutenir l'autre. Faut arrêter d'être binaire comme ça. Faut pas se mettre à devenir aussi binaire que les bourgeois qui soutiennent tous inconditionnellement Israël en oubliant toute l'histoire qui s'est produite là-bas. Il y a Obono qui a carrément qualifié le Hamas de groupe de résistance, de libération. Ça, c'est n'importe quoi. Que Erdogan fasse ça, parce que là, depuis l'opération terrestre, Erdogan a vilipendé Israël et a qualifié le Hamas de mouvement de libération. Bon, alors que Erdogan fasse ça, le Erdogan, c'était un islamiste quand il était jeune, il a viré un peu plus islamo-conservateur, mais bon, c'est... Il fait du Erdogan, quoi, il reste égal à lui-même, on n'attend pas tellement d'autres choses de sa part, quoi. En revanche, que Daniel Obono fasse ça,
alors qu'elle est membre de la France Insoumise, qui reste à la base un mouvement de gauche social-démocrate, ça pose beaucoup plus de questions. Ça relève d'un véritable manque de discernement et d'une méconnaissance de ce qu'est le Hamas. Le Hamas, ce sont des islamistes. C'est l'équivalent local de l'extrême droite militariste. Pour le coup, ils sont vraiment d'extrême droite, hein. Le Rassemblement national à côté du Hamas, c'est des enfants de cœur. Même Zemmour à côté du Hamas, c'est un enfant de cœur. Je vous le dis tout de suite. Euh, Bref, ça relève d'un gros manque de discernement. Ils peuvent très bien condamner le Hamas en tant que mouvement islamiste, ses actions terroristes, tout en refusant de soutenir Israël. Ça, c'est une position qui est davantage entendable. Alors, pas pour les bourgeois, je sais, mais pour le gros de la population. Je sais qu'en face, les bourgeois sont binaires, mais arrêtez de faire pareil qu'eux. Et essayez de vous élever un peu au-dessus de tout ça. Vous allez quand même vous faire défoncer sur les plateaux télé, ok, mais pour la population, quoi. Essayez de faire preuve de mesure. Du côté du NPA, alors le NPA, faut savoir qu'ils ont scissionné. D'un côté, tu as le NPAC, donc les différents groupes trotskistes, marxistes, révolutionnaires qui ont rappelé que le Hamas était un mouvement réactionnaire, obscurantiste, qui était soutenu par des États tout aussi oppressifs que ce qu'ils combattent, c'est-à-dire l'Iran par derrière, et qui sont eux-mêmes aussi oppressifs que ce qu'ils combattent. Bref. Le NPAC, plateforme C, a critiqué quand même le Hamas. En revanche, le NPAB, donc le NPAB, ça représente la majo, entre guillemets, qui a longtemps été majoritaire et qui représentait les différentes têtes d'affiche du NPA, avec Besancenot, Poutou et compagnie. Eux, ils ont dit oui, soutien inconditionnel aux Palestiniens et aux moyens de lutte qu'ils choisissent pour lutter. Il y a carrément une enquête qui est ouverte contre eux pour apologie du terrorisme. Alors, moi, j'irai pas jusqu'à judiciariser la question parce que les tribunaux, ils sont quand même engorgés, ils ont autre chose à foutre. Mais ce qu'ils disent là, pour un groupe qui se réclame de gauche radicale, voire d'extrême gauche, c'est quand même très grave. Ils se rendent même pas compte. Alors là, je parle du NPAB. Ils se rendent même pas compte à quel point ils sont des épouvantails. Ensuite, le donc là, je parle au niveau des réactions politiques. À titre personnel, je considère que le fait que le Hamas ait fait une OPA sur la question palestinienne, c'est un drame, c'est une catastrophe, parce que, oui, bah, c'est des islamistes, réactionnaires, obscurantistes, parce que si jamais ils venaient à prendre le pouvoir, ça serait pas vraiment une libération pour les Palestiniens. Euh, enfin, si jamais ils venaient à prendre le pouvoir dans le cadre d'un État palestinien unique après avoir renversé Israël, parce que eux, ils veulent même pas de solution à deux États, ils veulent détruire Israël et surtout détruire les Juifs parce qu'ils sont antisémites, ils savent pas faire la part des choses. Euh, le... Bref. Lorsque les talibans étaient arrivés au pouvoir après avoir participé à la lutte contre l'intervention impérialiste soviétique en Afghanistan, est-ce que ça a été une libération? Bah non, ça a été une catastrophe. Est-ce que ça a été profitable aux Afghans? Non. Et avec le Hamas, bah, ça serait un peu pareil qu'avec les talibans. Au tout début, ils arriveraient au pouvoir, il y a certains guignols qui diraient oui, la Palestine a été libérée, et ensuite ils exerceraient eux-mêmes le pouvoir et ça serait une catastrophe. Je soutiens pas Israël, hein, mais je soutiens pas non plus le Hamas. Y a pas à choisir, quoi. Quand on se retrouve avec ces deux mouvements de part et d'autre, franchement, faut pas choisir. Y a pas à choisir, quoi.
Quand les deux soi-disant solutions qu'on nous présente sont trop dégueulasses de tous les côtés, on n'est pas obligé de choisir, quoi. Et moi, honnêtement, je le fais pas. Euh, Ensuite. Ah, oui. euh, J'en étais où? Ah oui, la question des deux États. Alors honnêtement, la question des deux États, j'y crois pas. Parce que l'État palestinien, ça serait la Cisjordanie plus Gaza, qui sont séparés avec Israël au milieu. Bon, c'est pas vraiment viable. Un État qui serait coupé en deux, qui resterait très fait par rapport à Israël. C'est pas viable parce que aucun des deux côtés ne veut. Donc le Hamas ne veut pas, mais Israël non plus. D'ailleurs, les accords d'Oslo, est-ce que du côté israélien, ils voulaient vraiment? Bah, il y a toute une partie du spectre politique qui ne voulait pas. Et le fait que ça ait été torpillé, c'est bien la preuve que, fondamentalement, l'État israélien n'était pas prêt à cohabiter avec un État palestinien à côté. Bref, honnêtement, à partir du moment où le gouvernement israélien avait viré suprémaciste en début 2023, enfin, quand début 2023 le gouvernement israélien avait viré suprémaciste, j'ai commencé à ne plus croire à la solution à deux États, parce que avant, moi, j'y croyais aux deux États. Et là maintenant, je n'y crois plus. Là, les deux côtés, ils veulent en découdre. Ça va être sanglant, ça va être dramatique, mais c'est ce qui risque de se produire. Le Hamas a fait une OPA sur la question palestinienne, ça va être catastrophique pour les Palestiniens. Israël, c'est fondamentalement un État colonial, c'est fondamentalement un projet messianique colonial. Je m'étais posé la question il y a plusieurs années, dans un article, là, dans l'article sur culture, immigration et compagnie, donc un vieil article fleuve, je m'étais posé la question, je- j'avais pas vraiment traité en profondeur le sujet, hein. Mon traitement restait assez de surface, assez médiocre, mais parce que c'était juste un mini-sujet dans un article beaucoup plus vaste, donc je pouvais pas y passer beaucoup de temps. Je m'étais posé la question si le verre était pas dès le début dans le fruit. Et oui, ça l'était. Les colonisations, les expansions de territoire, les discriminations, etc., dès le début, même dans un gouvernement qui se réclamait social-démocrate. Dès le début, ça date pas de Netanyahou, dès le début, le verre était dans le fruit. Moi, des fois, je me demande si la... Des fois, moi, j'en viens de me demander si la destruction de l'État d'Israël ne serait pas nécessaire pour qu'ensuite les mouvements islamistes se retrouvent eux-mêmes détruits. Non seulement parce qu'ils s'affronteraient, parce qu'ils s'entretueraient mutuellement, mais en plus parce que, supposons qu'Israël soit vaincu, qu'Israël disparaisse complètement. On sait qu'il y a beaucoup de mouvements islamistes locaux qui se justifient par rapport à Israël. Mais lorsqu'Israël aura disparu, ils feront quoi? À partir de quoi vont-ils se justifier? Ce qu'il faut savoir, c'est que le Hezbollah au Liban, il s'est retrouvé de plus en plus contesté parce que il est aussi corrompu que les autres partis politiques, parce qu'il s'est embourgeoisé, parce qu'il s'en fout de plus en plus des gens de base, notamment des prolos, parce qu'il est enfermé dans le blabla religieux, bref. Le Hezbollah est beaucoup plus critiqué. S'il n'y a plus Israël à côté, euh, ils auront beaucoup plus de mal à se justifier en tant qu'organisation. S'il n'y a plus la menace israélienne à côté, qu'est-ce qui va encore pousser à les soutenir? Déjà, ils auront perdu une des raisons majeures de leur existence, mais en plus, à côté, bah, les reproches, ils vont rester toujours là. Qu'est-ce qu'ils faisaient quand l'inflation explosait au Liban, quand le pays connaît des difficultés alimentaires, quand la pauvreté explose, etc. Qu'est-ce qu'ils font à part mener le petit jeu politicard de merde corrompu et compagnie? Ouais, je me dis d'un côté que la disparition d'Israël, ça pourrait servir à débloquer la situation,
concernant l'islamisme dans les pays frontaliers, dans un sens que je juge bon, c'est-à-dire dans le sens du recul des organisations islamistes. Ça paraît un peu cynique ce que je dis, mais bref, la géopolitique ou la politique intérieure, c'est le fonctionnement même est souvent assez cynique, hélas. Bref. Bref, bon là ça a dépassé l'heure, donc on va arrêter là pour le conflit. Alors petite chose en revanche, rapidement parler de ce qui se passe en Russie et en Ukraine, quand même un petit peu communiquer là-dessus. Alors, grosso merdo, il y a presque un an, donc la Russie, après la contre-offensive d'automne 2022 où ils avaient dû évacuer plein de territoires, ils sont mis à grappiller un peu au niveau de Bakhmut. Pendant plusieurs mois, il y a eu beaucoup de pertes, guerre d'attrition, front à peu près gelé. Ensuite, l'Ukraine a lancé sa contre-offensive, là, cette année, la seconde. Euh, Bah, ils n'ont pas récupéré beaucoup de territoire cette fois. La contre-offensive de cette année est beaucoup plus laborieuse que la précédente. Euh, le soutien international s'érode, alors notamment la Slovaquie, il y a un premier ministre pro-russe qui veut mettre fin à l'aide militaire à l'Ukraine de son pays, de la Slovaquie. Euh, il est alors il compte le faire, je sais pas trop si ça va se faire. Je pense que ça s'est fait du coup. Bon, la Slovaquie c'est pas un pays extrêmement important en termes de soutien, mais ça fait un de moins. Du côté des États-Unis, les républicains, notamment l'aile droite, essayaient de bloquer l'aide à l'Ukraine. Il y avait eu alors une habituelle tension aux alentours de la votation du budget. Il y a un budget provisoire qui a été voté in extremis à 3 heures du shutdown. Un budget qui ne comprenait pas l'aide militaire à l'Ukraine. Biden voulait qu'elle soit là, mais le Congrès ne s'est pas encore mis d'accord là-dessus. Là, récemment, une aide à Israël a été votée très rapidement, mais toujours pas l'aide à l'Ukraine. Or, les États-Unis, c'est quand même un soutien important à l'Ukraine. Ce qui a déjà été prévu d'être acheminé va continuer à être acheminé là-bas, sauf que s'il n'y a pas de nouvelle aide, eh bien, l'envoi d'armes, de munitions et compagnie, ça ne va pas être renouvelé. Ensuite, alors, avec la Pologne, les relations entre l'Ukraine et la Pologne se sont beaucoup dégradées. Parce qu'à un moment, l'Ukraine et la Pologne avaient conclu un accord commercial qui dispensait de droits de douane les céréales ukrainiennes pour les aider à être vendues. Sauf que localement, ça a fait chuter les prix, ça mettait les agriculteurs polonais dans une situation difficile. Ces derniers ont manifesté, et du coup, le pouvoir en place en Pologne a suspendu l'accord avec l'Ukraine. Il a même bloqué pendant un certain temps les importations en Pologne de céréales ukrainiennes pour satisfaire les agriculteurs polonais, pour essayer déjà de calmer la situation en Pologne et aussi dans une optique électoraliste. C'était par rapport à des élections. L'Ukraine a été furieuse, ils ont décidé de porter plainte à l'OMC. En représailles, la Pologne a décidé de cesser de fournir ses armes à l'Ukraine. Je dis bien ses armes parce que la Pologne, donc elle va cesser de donner seulement ses propres armes. Parce qu'en revanche, elle va continuer à assurer le transfert sur son propre sol jusqu'à l'Ukraine d'armes qui sont envoyées par d'autres pays comme l'Allemagne et les États-Unis. Bref, le soutien militaire à l'Ukraine est en train de s'éroder, sauf que là en plus, avec la, hum, avec le retour sur le premier plan du conflit israélo-palestinien et le soutien nécessaire et le soutien attendu des États-Unis à Israël, bah du coup l'Ukraine elle risque vraiment de passer au second plan, quoi. Du coup ça fait pas ses affaires et la Russie, comme la Chine d'ailleurs, se frotte les mains. Voilà. Euh, le conflit ukrainien, ça s'enlise un peu. On pourrait finir sur un scénario coréen avec une partition en deux. Bon, une partition en deux dans les limites actuelles, alors la grande majorité du territoire ukrainien resterait ukrainien, quoi. La Russie n'aurait pas gagné grand-chose.
Elle qui espérait faire tomber le pays en quelques jours, bah ça serait un peu râpé, quoi. Bref. Euh, moi, qu'est-ce que je... Alors, est-ce qu'il y a autre chose à dire là? Ah oui, alors Nord Stream 2, il y a des enquêtes en cours. Donc, il y a des accusations qui tournent autour de l'Ukraine et de Zalouzny, du général Zalouzny, comme quoi l'Ukraine aurait tenté de... Enfin, comme quoi donc les services états-uniens, les services secrets états-uniens auraient informé l'Allemagne que l'Ukraine tenterait de une attaque sur Nord Stream 2. Ils avaient informé les services allemands peu de temps avant l'attaque sur Nord Stream. L'Allemagne n'aurait pas trop écouté. Et bon, finalement, ça s'est déroulé. Il y a les services des Pays-Bas aussi qui avaient voulu alerter l'Allemagne sur le fait qu'il y aurait un plan contre Nord Stream préparé en Ukraine. Alors, ces accusations envers l'Ukraine. Bah, au début, nos médias accusaient en cœur la Russie, ce qui était un peu bidon, hein. Ouais, pourquoi la Russie irait-elle couler son gazoduc alors qu'elle contrôle le robinet et peut s'en servir comme moyen de pression? C'était absurde. Oui, mais c'est pour faire accuser l'Ukraine, mais pourquoi? Je veux dire, il y a déjà le conflit. Si la guerre n'était pas encore lancée et que la Russie attaquait ses propres gazoducs pour s'en servir comme casus belli, bon, à la limite, encore qu'il y a des casus belli qui sont moins coûteux quand même. Enfin, il y a des opérations sous faux drapeau servant de casus belli qui sont moins coûteuses que ça. Euh, En cours d'année, il y avait eu des coups d'État dans l'ancienne zone coloniale française. Bon, tu sais, et les nouveaux gouvernements avaient demandé aux soldats français de se barrer. Bon, d'une certaine manière, le fait que le vieil impérialisme français recule, c'est une bonne nouvelle. Après, voilà, la situation pour ces pays, euh, est-ce que c'est nécessairement une libération? Pas forcément, parce que ça peut signifier l'asservissement à d'autres impérialismes, notamment la Chine, la Russie. Donc, c'est pas nécessairement la libération pour eux, mais le recul de l'impérialisme français, c'est une bonne chose, parce que Hmm. c'est une bonne chose pour la lutte en France parce que l'impérialisme exerce toujours un effet un peu de corruption sur la lutte. Du coup, ce recul, ça va réduire les marges de manœuvre de notre bourgeoisie. Si elle veut attaquer nos conquis sociaux, elle va devoir y aller plus frontalement et du coup s'exposer à une riposte plus frontale des luttes prolétariennes. Donc, bon, le recul de l'impérialisme français, c'est une bonne chose. D'un point de vue des luttes et aussi du point de vue le recul de l'impérialisme tout court, par rapport aux pays victimes d'impérialisme, c'est une bonne chose. Je suis en train de regarder ma map monde. Ouais, bah là on est à 1h15, donc je vais pas continuer parce que j'ai pas le temps et parce que sinon ça va devenir interminable. Donc bah on va s'arrêter là. J'ai dit à peu près l'essentiel de ce qu'il y avait à dire. Je ferai peut-être d'autres vidéos sur certains sujets pour éclairer certains points. Je dis peut-être parce que c'est pas certain, parce que là j'ai pas mal de choses à faire. Bah, du coup, bah, à plus. Hop, au revoir.